Bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous InfoCœur sur la thématique du cathétérisme cardiaque. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir écouter le professeur Sébastien Asquette qui nous parlera donc du topo médical relatif au cathétérisme cardiaque. Nous écouterons ensuite deux témoignages de patients, celui tout d'abord de Catherine qui est maman de patient et ensuite nous écouterons Benoît qui est un patient concerné directement. Ces deux patients sont bénévoles aussi au sein de l'association Petit Cœur de Beurre. Nous écouterons ensuite, nous ferons un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans la messagerie de Zoom et nous les relayerons directement aux intervenants concernés pour pouvoir y répondre. Si vous ne connaissez pas nos outils d'information du patient, je vous invite à aller sur notre page Internet dédiée. Nous avons une fiche Les Essentiels qui explique vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le cathétérisme cardiaque. Et nous avons également une petite vidéo qui est plutôt dédiée aux enfants, à la pédiatrie, pour les préparer justement à un cathétérisme. Je vous rappelle que la course des petits cœurs est en cours actuellement. C'est une course solidaire et connectée, donc qui a lieu du 15 septembre au 15 octobre, avec un format marche et un format course pour des distances de 2, 6 et 10 kilomètres. Voilà, une course solidaire. Donc, c'est pour, bien sûr, verser de l'argent à l'association et aussi faire de la communication. Donc, je vous remercie et je vais tout d'abord laisser la parole au professeur Sébastien Asquette. Merci pour cette introduction et la possibilité d'échanger avec vous aujourd'hui sur le cathétérisme cardiaque. Alors, je vais partager mon écran. Donc, 10 minutes pour expliquer le cathétérisme, c'est un challenge, mais merci pour la proposition. Et donc, du coup, on va aller droit à l'essentiel. Cathétérisme des cardiopathies congénitales. Pourquoi on aborde ce sujet aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est une forme majeure des solutions pour traiter les enfants et les adultes avec cardiopathie congénitale de façon mini-invasive par voie endovasculaire. Et donc, on va voir durant cette présentation tout ce que l'on peut faire durant ce cathétérisme parce que finalement, il y a aussi une partie qu'on appelle diagnostic, c'est-à-dire on peut voir beaucoup de choses, mesurer beaucoup de choses et pas seulement traiter, même si c'est ça la finalité maintenant dans à peu près 60 à 70% des interventions. Hop. Let's go. Donc ça, c'est la seule diapo qui sera un peu lourde, mais on va reprendre chaque pas après. Donc en fait, quand on fait un cathétérisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on introduit une sonde par les vaisseaux sans ouvrir, sans faire d'incision sur le sternum, sans bistouri. Et c'est par ce passage par les vaisseaux qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ce qu'on appelle mesurer les pressions de fonctionnement dans le cœur, ce que nous, on appelle faire l'hémodynamique, mais on va aussi pouvoir prélever des petits échantillons de sang à différents niveaux dans le cœur qui va nous permettre d'apprécier aussi la quantité de sang qui passe à travers certains trous, etc. On va pouvoir mesurer le débit cardiaque pour faire le calcul de certains paramètres de fonction du poumon qui peuvent être des éléments qui nous permettent de faire ou pas une intervention chirurgicale, ce qu'on appelle les résistances vasculaires pulmonaires. On va pouvoir injecter un petit peu d'iode qui va nous permettre, vous allez le voir, d'avoir une bonne évaluation de la fonction cardiaque, des vaisseaux, de l'anatomie, etc., en complément de scanner ou autre. Et puis surtout, maintenant, comme je vous l'ai dit, dans à peu près trois quarts des cas, eh bien, on va traiter une anomalie, et c'est ça, on va appeler ça le cathétérisme interventionnel, c'est-à-dire on fait une intervention, on vient faire quelque chose pour traiter. Donc avant tout, comment on peut faire un cathé? Eh bien, il faut une salle de cathétérisme. Alors, c'était notre ancienne salle à Mariannelongue. On a maintenant un écran pavé monodal, etc. Mais c'est le même principe. On a une baie de rayon X. On a une table d'intervention champ stérile, du matériel pour monitorer tous les constantes vitales, la tension, l'électrocardiogramme, et puis pouvoir voir et guider notre geste par la radiologie. Donc, vous voyez, ici, on surveille l'électrocardiogramme. Ça, c'est la mesure de la pression artérielle dans les cavités sanguines, à l'endroit où on la mesure, qui nous permet d'évaluer la fonction. Pour pouvoir faire cette intervention, il faut pouvoir avoir chez les enfants une anesthésie. Et l'anesthésie va être adaptée au type d'intervention et à l'âge de l'enfant. Le plus possible, si on peut, on essaie de faire sous anesthésie locale, juste endormir le pli de laine, parce que finalement, il n'y a rien de douloureux dans le geste de cathétérisme. Maintenant, pour que ce soit moins désagréable,
Et pour éviter tout mouvement intempestif, la plupart du temps, on va réaliser une anesthésie générale, mais qui sera le plus souvent sans avoir besoin de mettre le tuyau dans la bouche, l'intubation. On va essayer de faire juste avec un masque laryngé ou des lunettes pour que ce soit une anesthésie douce, sans forcément avoir besoin de, de faire une sédation complète. Donc, vous voyez, on va passer et après, l'enfant dort avec les petites lunettes. Pour pouvoir faire un cathétérisme, on a dit qu'il fallait passer par les vaisseaux. Donc, qui dit vaisseau dit besoin d'avoir un accès sur soit une artère, soit une veine. Et ça, on va décider en fonction de là où on souhaite aller, de l'intervention que l'on souhaite faire, quelle va être la voie d'abord. On essaye le plus souvent quand même de faire par voie veineuse parce que les veines sont plus larges, elles sont moins à risque d'avoir des hématomes après l'intervention, des lésions. Donc, on essaie le plus possible de faire par voie veineuse. Mais s'il le faut, par voie artérielle avec des petits cathéters, c'est tout à fait aussi possible quand nécessaire. Et puis, il y a des interventions qui sont à des endroits plus variables. On va le voir un petit peu après. Donc, en fait, le principe est suivant. On pique la veine avec un petit cathode ici. On met un petit guide et sur ce guide, on vient faire coulisser ce que l'on appelle un désilet. Et ce désilet, après, c'est une valve anti-retour. Et vous voyez, c'est en plastique, tout mou. Il n'y a pas de métal à ce niveau-là. Et là, on a le passage dans la veine. Et ça nous permet ensuite de passer à travers cette valve le matériel directement dans les vaisseaux et vers le cœur. Donc, c'est ça le principe du cathétérisme, c'est d'avoir une voie d'abord à distance qui nous permet ensuite d'aller par les vaisseaux normaux, en suivant le fil des vaisseaux, d'accéder au cœur et de pouvoir y faire des interventions. Et alors, il y a des choses beaucoup plus rares que je vous montre, mais qu'on utilise quand les vaisseaux en bas sont bouchés ou non accessibles. Ici, c'est par exemple un passage par le foie. On reconnaît la coupole ici, tout ça c'est le foie. Et donc on est passé sur le côté, sur une ponction directe à travers les vaisseaux du foie, mais ça reste relativement exceptionnel. Ou encore plus exceptionnel, on fait des interventions que l'on appelle hybrides, où on va aller passer directement par l'artère pulmonaire. Alors, ici, pareil, sur une intervention hybride, vous voyez les écarteurs. Donc, mon collègue avait fait une sternotomie et on avait ensuite piqué directement à travers la paroi du cœur, ce qu'on appelle des abords soit transapicaux, soit transventriculaires cardiaques pour aller positionner une prothèse. Bon, ça reste plus rare, mais dans certains cas, ça peut être nécessaire. Donc, il y a un petit point que je souhaitais aborder. On ne peut pas parler de cathétérisme sans parler du fait qu'on travaille sous rayon X. Et donc, qui dit rayon X dit irradiation et donc forcément, potentiellement, les risques secondaires à l'irradiation à long terme sur le risque de cancer ou autre. Eh bien, en fait, ce qu'on s'est rendu compte d'abord, c'est que maintenant, avec le matériel, les doses délivrées sont vraiment minimes. Donc, pour une intervention ou quelques interventions chez les enfants, les conséquences les risques sont extrêmement faibles. Ça, il y a des grosses cohortes menées par la cohorte coccinelle menée par l'IRSN qui permet de le surveiller et avec des évaluations à très long terme qui sont en cours et qui sont quand même, pour la plupart, enfin, qui sont actuellement rassurantes. Et d'autre part, l'équipement a fait que maintenant, les quantités d'irradiation qui est délivrée est extrêmement faible pour une qualité d'image qui est vraiment excellente. Mais par contre, c'est aussi pour la radioprotection ne concerne pas que les enfants et les patients, mais concerne aussi les opérateurs, c'est-à-dire nous qui travaillons tous les jours et qui faisons toutes ces interventions exposées. Donc là, par contre, ça prend tout son sens de faire attention et c'est pour ça qu'on travaille avec des lunettes plombées, avec une paroi de plomb qui va essayer de protéger et d'absorber les rayons X pour que les opérateurs puissent recevoir le moins possible de rayons X. Et on travaille avec un tablier de plomb qui est relativement lourd, mais qui nous protège aussi des rayons X. Donc ensuite, pour faire du cathétérisme, on a dit une salle, un équipement, un anesthésiste, etc. Il faut aussi beaucoup de matériel varié et donc qui est dédié à ce type d'intervention. Et c'est pas sans poser parfois des problématiques, notamment avec le durcissement de la législation européenne, qui d'un côté est intéressante puisqu'elle permet d'avoir vraiment du matériel validé, robuste, des études pour pouvoir avoir accès à nos matériels, mais d'un autre côté, cette exigence d'avoir des études extrêmement robuste et parfois difficile à faire pour les populations maladies rares et très coûteuse pour les laboratoires qui parfois préfèrent délaisser du coup les maladies rares on est contraint en ce moment avec des difficultés à avoir accès à tous les dispositifs médicaux que l'on aimerait pour pouvoir prendre en charge de façon optimale les enfants avec cardiopathie. Et on a régulièrement des échanges avec l'association Petit Cœur de Beurre pour parfois faire même des interventions auprès du ministère ou des autorités pour essayer de pousser pour avoir certains dispositifs qui sont absolument indispensables, comme pour la manœuvre de Rajkin il y a quelques années.
Donc maintenant, voilà, ça c'est l'introduction sur le fonctionnement du cathétérisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut mesurer ce qu'on appelle la pression. Donc en fait, on a à travers ce petit cathéter, on va regarder ce que donne la pression, par exemple, dans les cavités cardiaques, dans le ventricule ou dans les artères pulmonaires. Ça c'est intéressant pour comprendre la fonction du cœur. Sur les cardiopathies, avec différentes morphologies de courbes, on ne va pas du tout apprendre ça, mais c'est vous dire qu'on a des analyses assez fines des pressions dans les différentes cavités cardiaques. On peut aussi mesurer la consommation d'oxygène en même temps que l'on prend les pressions avec cet appareil un peu sophistiqué et qui nous permet, en relation avec les pressions, de faire des calculs savants pour évaluer la fonction des poumons, les résistances des vaisseaux du poumon, etc. Notamment pour l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales. Et après, surtout, ce que l'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des angiographies, parce que vous voyez, en fait, c'est assez grisé, on voit rien de base, hein. On voit pas le cœur. Quand on fait de la radio, le cœur n'est pas du tout radio opaque. Donc, en fait, on a besoin d'injecter de l'iode pour rendre le cœur visible. Et donc, en fait, on fait cette injection dans le ventricule, par exemple, ici, et on voit que ça bouge, qu'on voit ici un trou, il y a une CIV. Donc, on peut voir des choses quand on fait cette injection. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'injecter un produit radio opaque pour pouvoir voir ce qui se passe. Et par contre, le fait que ce soit avec une très bonne cadence image, très dynamique. Ça nous permet de bien apprécier de façon dynamique et visuelle la fonction cardiaque et l'écoulement sanguin lorsqu'on fait cette injection. Donc ça, c'était toute la partie diagnostic. On est passé rapidement, mais je serai à votre dispo si vous avez des questions sur cette partie diagnostic. Et puis, ce que j'aimerais aborder maintenant avec vous dans les 5 minutes qui restent, c'est comment on intervient, quelles sont les possibilités thérapeutiques. Eh bien, on peut faire plein de choses. On peut fermer des trous, ouvrir des trous, dilater des valves, dilater des vaisseaux. Dilater, ça veut dire ouvrir, ça veut dire lever un rétrécissement. Et on peut même maintenant implanter des nouvelles valves artificielles, notamment pour la valve pulmonaire, ce qui se développe de plus en plus depuis 15 ans. Donc, fermer un trou, l'exemple le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la CIA, la communication interatriale entre les deux oreillettes, ici représentée par un modèle 3D du docteur Hadid à Toulouse, où on est venu mettre la prothèse à l'intérieur. Et donc voilà comment ça se passe en réalité. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait l'intervention? On déploie le côté gauche, on déploie ensuite le côté droit de la prothèse. Vous allez voir. Et en fait, on devine la silhouette cardiaque. Alors, on ne voit pas directement le trou, hein, vous voyez. C'est vraiment, nous, on a nos repères, notre habitude, on sait où on est. Et là, la prothèse, elle est positionnée au bon endroit. Et on vérifie ensuite avec l'échographie. Ça, c'est d'autres types de CIA un peu plus compliqués où on vient mettre des stents qui vont rediriger. Et c'est là-dessus, on a depuis 2-3 ans, enfin, non, maintenant depuis 2019, donc ça fait depuis 5 ans, ça passe vite, un protocole de développement en France qui vise à développer cette procédure avec un long stent dédié qui nous permet de rediriger, de corriger cette cardiopathie plus complexe qui associe non seulement un trou entre les deux oreillettes, mais aussi des anomalies des veines pulmonaires en remettant un long stent couvert dans la veine cave supérieure. Et vous voyez comment ça se passe ici avec de la fusion d'images avec un scanner où on déploie ce long stent dans la veine cave supérieure. L'autre trou le plus fréquent à fermer, c'est ce qu'on appelle le canal artériel persistant. Le canal artériel, c'est un petit vaisseau qui est nécessaire à tout le monde durant la vie fœtale, pendant la vie intra-utérine. Et puis normalement, la naissance, ou dans les jours qui suivent les heures et les jours qui suivent la naissance, il est censé se fermer tout seul. Parfois, il ne se ferme pas et ça occasionne un passage de sang significatif qui peut occasionner des complications. Et donc, on va fermer ce canal artériel que l'on voit bien ici en échographie. Là, c'est la petite flamèche rouge. Et ce canal artériel, pour cela, on va utiliser des petits bouchons comme ça, en forme de bouchons de champagne, que l'on va venir positionner sur le canal artériel et qui sont extrêmement efficaces pour boucher ce canal artériel. Donc ça, pareil, c'est une intervention extrêmement fréquente. Sur les 800 interventions que l'on fait à Marignane-Longue, il y a à peu près plus de 100 fermetures de CIA et une centaine de fermetures de canaux artériels. Donc c'est vraiment, ça fait partie des interventions les plus courantes dans notre activité. Donc après avoir fermé des trous, et bien, paradoxalement, parfois on peut être amené à devoir en ouvrir. Et ça, c'est une manœuvre qui paraît relativement brutale quand on la voit comme ça, mais c'est une manœuvre qui sauve la vie, c'est la manœuvre de Rashkin, qui est connue parce que dans les nouveau-nés qui ont la maladie bleue avec la transposition des gros vaisseaux, c'est-à-dire l'artère pulmonaire qui est connectée du mauvais côté et l'aorte qui est connectée du mauvais côté, donc le sang bleu reste du côté bleu, donc ça circule pas bien, et donc à la naissance, on a absolument besoin de créer un petit trou entre les deux oreillettes, donc créer une CIA par cette manœuvre que l'on fait quasiment en salle de naissance ou en salle de cathétérisme dans les minutes qui suivent la naissance, pour pouvoir mélanger un peu le sang et permettre la survie de l'enfant en attendant la correction chirurgicale qui a lieu à une semaine de vie.
Après avoir ouvert des shunts, on peut aussi faire d'autres choses, donc dilater des vaisseaux et donc, ou des valves. Et donc ici, souvent, la valve pulmonaire peut parfois être rétrécie, c'est une cardiopathie relativement fréquente. Et ça se traite très très bien avec un petit cathéter, un petit ballonnet que l'on va venir gonfler, qui va venir ouvrir la valve pulmonaire. Et ensuite, on retire le cathéter. Donc, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici, on regarde de côté. La valve pulmonaire, elle est là. Elle est rétrécie. On gonfle un petit ballonnet. Et le petit ballonnet, vous allez le voir, la levée d'incisure. Tac, là, ça s'est bien ouvert. C'est parfait. C'est bien rond, bien ouvert, bien bord parallèle. Et donc là, après, on retire le ballonnet. Et là, c'est traitement définitif. C'est pas toujours aussi efficace, mais dans les bonnes formes, ça marche très très bien. Et c'est parfois la seule intervention qui sera nécessaire. Et parfois, on ne peut pas juste faire avec un ballonnet, on a besoin de mettre un stent, c'est-à-dire un grillage métallique qui va ici lever par exemple une coarctation aortique et qui va permettre de lever le rétrécissement sur l'aorte qui est observée avec ce stent qui va protéger, qui va aider à cicatriser aussi à l'endroit où on a dilaté. Et je vous montre par exemple voilà, ce que ça donne de nouveau en vue intérieure. On déploie un stent et vous voyez après sur l'angiographie finale, on a ce stent qui permet de bien ouvrir le passage avec sur le scanner de contrôle le stent qui est bien positionné et qui maintient et qui aide à faire cicatriser l'endroit qui a été traité sur la coarctation. Et dernier point à aborder, eh bien, c'est la possibilité désormais de mettre des valves. Alors, on a la chance, par contre, sur les valves pulmonaires, on a eu ces dernières années l'apparition de nouveaux dispositifs qui sont venus compléter les anciennes valves existantes. Et donc, on a un choix qui est assez large en ce moment pour pouvoir utiliser les valves vraiment adaptées à l'anatomie de chaque patient. Et donc, on a vraiment des nouvelles solutions thérapeutiques pour ces patients, avec différents types de valves soit auto-expansives, c'est-à-dire qui se déploient toutes seules, soit qui sont déployées par un ballonnet et qui permettent, hop, d'avoir ce type de résultat. Ça s'est déployé par un ballonnet. On a mis d'abord un stent et puis qui servait de support pour ensuite y mettre une valve à l'intérieur. Et en fait, on voit ici en vert les artères pulmonaires, en rouge le ventricule et la valve qui a été positionnée à la jonction entre les deux, là où il n'y avait plus de valve suite à l'intervention chirurgicale initiale. Ce qui est important, c'est quand on parle d'une intervention, c'est de savoir quels sont les risques associés à ce type d'intervention. Donc c'est relativement bien documenté. Maintenant, on a des grandes études internationales qui nous donnent les taux de complications notamment par procédure. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que le taux de complication est extrêmement faible sur les cathétérismes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, pour autant, il y a des choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, qui sont liées à la technique, hein. Donc on fait très attention sur les voies d'abord, à piquer de façon nette, notamment en utilisant maintenant l'échographie vasculaire pour se guider, pour aborder pour piquer la voie d'abord, la veine ou l'artère. Les désilets que je vous ai montrés sont extrêmement doux et permettent d'éviter les complications, mais après une intervention, il faudra quand même rester allongé quelques heures, voire jusqu'au lendemain, avec un pansement qui appuie pour éviter qu'il y ait un hématome. On fait très attention durant le cathé à bien purger tout notre matériel pour qu'il n'y ait pas de stagnation de sang qui pourrait faire des caillots et envoyer des caillots ou des bulles durant l'intervention. Donc ça, c'est de la technique des opérateurs. Donc ça, c'est des choses qui n'arrivent pas. On fait attention à ne pas déclencher des troubles du rythme, c'est-à-dire que quand on manipule nos petits cathéters à l'intérieur du cœur, eh bien, il faut qu'on soit vigilant par l'expérience et par les trajets que l'on connaît, à ne pas les taper à droite à gauche sur les parois du cœur, mais vraiment avoir un trajet le plus smooth possible, comme quand on conduit, hein. On ne fait pas les autotamponneuses dans le cœur, donc pour éviter de déclencher justement des troubles du rythme. Et puis, par contre, il peut y avoir quand même des complications liées au matériel, donc on fait très attention à ça, mais ça peut arriver et il faut savoir les manager, à pas avoir du matériel qui bouge, une prothèse qui finalement ne prend pas bien sa place et qui bouge, une valve pulmonaire qui n'est pas parfaitement positionnée, qui va être instable, et dans quelques cas exceptionnels, on peut être amené à devoir retirer le matériel ou à devoir aller en chirurgie pour traiter une complication, mais ça reste relativement exceptionnel. Donc en conclusion, c'est incroyable le développement qu'il y a eu sur la prise en charge endovasculaire par cathétérisme des cardiopathies congénitales depuis 30 ans, on va dire 30-40 ans, et c'est un développement qui est continu. On continue à repousser le champ des possibles, soit sur des nouvelles interventions qui n'étaient pas envisageables il y a encore quelques années, soit en étendant des interventions chez des enfants de plus petit poids ou chez des adultes avec des anatomies plus complexes grâce au développement de nouveaux dispositifs. Et puis tout ça s'est rendu aussi possible grâce au développement
de l'imagerie avec un guidage pendant les procédures qui est de plus en plus précis, ce qui nous permet d'être nous aussi dans nos gestes de plus en plus efficaces, notamment éventuellement aussi en utilisant des techniques de fusion d'images entre le scanner, l'échographie, la fluoroscopie. Je n'ai pas forcément eu le temps de vous montrer tout ça, mais voilà. Et ça se développe de façon continue. Et puis je voudrais donner un petit clin d'œil à mon équipe, d'abord à Monsieur Petit avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans et qui a beaucoup contribué à ma formation au cathétérisme, et puis à mes jeunes collègues qui ont pris la suite et qui viennent renforcer mon équipe, Clément ici, Grégoire et plus récemment Raymond, qui est très impliqué sur tout ce qui est recherche et développement en cathétérisme. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour ce topo qui est très clair. Alors, j'entends hein, que le challenge était assez compliqué de parler du cathétérisme en 10 minutes. C'est très court. Mais merci beaucoup parce que je crois que tu as bien relevé le défi. Les informations étaient claires, adaptées, bien vulgarisées au public et aux patients. Et puis, bah, je crois que les images aussi et les vidéos ont permis de bien comprendre le processus. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite question. On y répondra juste après les témoignages. On prendra vraiment un vrai temps d'échange pour répondre aux différentes questions. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de Catherine, donc, qui est maman de patient. Je lance son diapositive. Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous parler de notre expérience du coup à l'hôpital et avec le cathétérisme d'Héloïse. Enfin, il y a eu deux cathétérismes. Héloïse, c'est une petite fille qui est née en 2023 et qui a avec une transposition des gros vaisseaux. Donc elle a eu une manœuvre de Rashkind dès qu'elle est née. J'ai accouché à 22 heures. À 22 heures, elle est partie tout de suite en face à Louis Pradel à Lyon et donc la manœuvre de Rashkind a été réalisée. Et lors de cette première échographie, on a vu que la transposition des gros vaisseaux n'était pas si simple et qu'il y avait d'autres pathologies associées et qu'il allait falloir réfléchir à ce qui allait pouvoir être fait en fonction de ce qui était observé. Et on nous a parlé dans un premier temps, non pas d'une opération curative mais palliative, donc de stenting pour laisser son canal artériel ouvert et pour permettre un mélange du sang et une bonne oxygénation d'Héloïse. Donc, on nous a bien expliqué que c'était une première étape, parce qu'il y aurait d'autres opérations enfin, du coup, plus invasives qui seraient à envisager, enfin à prévoir, tout simplement. Je vous ai mis deux petites photos sur la slide suivante en fait d'Héloïse quand elle est née. Donc la première, voilà, où elle est toute petite, et la première le 3 septembre. Donc avant le cathétérisme, et pour garder le canal artériel ouvert, il faut mettre un médicament qui s'appelle la prostine. Et la prostine rend les bébés très inconfortables. On nous avait expliqué que c'était comme si elle avait une grippe et que du coup, dès qu'elle allait être touchée, ça serait difficile. Et un des autres effets de la prostine, c'était les œdèmes. Et c'est vrai qu'Héloïse, sur ses 15 premiers jours de vie, on a eu un bébé qui s'est transformé. Elle a gonflé au niveau des mains, elle a gonflé au niveau des bras, elle a gonflé au niveau des paupières. C'était très très impressionnant au niveau des paupières. Et on nous a dit qu'une fois que ce médicament aurait été baissé, supprimé, donc notamment avec le stenting, et ben cet effet-là allait disparaître. Donc voilà. Les examens préopératoires, les médecins ont bien pris le temps de nous expliquer en quoi allait consister l'opération, comment ils allaient, par où est-ce qu'ils allaient passer, ce que ça allait impliquer pour Héloïse, quels étaient les risques, les suites. Donc vraiment, on a eu un... Tout a été très détaillé, étape par étape, pour que nous, on arrive à conscientiser un peu tout ce qui allait se passer, parce que quand on vit ce genre de choses, en fait, on a toutes les informations qui arrivent d'un coup. N'étant pas soignant, médecin, infirmière ou quoi que ce soit, on est perdu, tout simplement. Et puis quand ça arrive à votre enfant, je pense qu'on comprend encore moins ce qui arrive. Donc les médecins ont été super pour ça, c'est que ils ont bien pris le temps de nous expliquer, de répondre à nos questions, ils ont reformulé. Je pense qu'on a posé 25 fois les mêmes questions et on a eu 25 fois les réponses. Donc ça, c'est vraiment hyper important, et on est tombé sur des équipes top, vraiment. Et ensuite, on a eu la rencontre avec l'anesthésiste qu'on a trouvé difficile, parce qu'en fait, là, l'anesthésiste vous dit clairement ce qui peut ne pas, ne pas aller. Et c'est ce moment-là qui est vraiment plus compliqué. On a trouvé en tant que parent, hein, parce que du coup, notre bébé est tout petit. On se dit, mais attends, mais il nous parle de ça, de ça, de ça, de ça.
Mais on se rend compte après, en prenant un peu de recul, qu'en fait, c'est inhérent à chaque opération chirurgicale et que ces informations, elles sont indispensables à avoir en tant que parent parce que ben, ça arrive et qu'on a besoin d'avoir toutes les informations dans nos mains pour appréhender cette opération le plus sereinement possible. Une fois qu'on a eu ces petites informations, une date a été prévue et on nous a expliqué, donc sur la slide suivante, c'est ce qu'on nous dit, c'est que euh, donc le jour J de l'opération, on nous a expliqué qu'il fallait faire une petite toilette à Héloïse, donc on l'a bien nettoyée, elle a pris son bain, on a eu le temps de discuter avec elle, de la rassurer, nous aussi de passer ce dernier moment avec elle avant son premier départ au bloc. À 8 heures, en fait, on nous a dit qu'on pouvait aller avec elle. Donc, on est descendu avec son papa jusque devant les portes du bloc. Et je dis toujours ce mot-là à Héloïse quand on la donne, je dis qu'on la confie, parce que je ne la laisse pas, je la confie aux médecins, je la confie aux infirmiers, je la confie aux équipes soignantes. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on sait que ils sont là pour soigner, pour réparer nos bébés. Donc voilà, on a confié Héloïse et on a fait le choix de partir de l'hôpital, de rentrer à la maison pour essayer de souffler un minimum. Et on a attendu l'opération, l'appel du médecin qui est arrivé un peu plus tard que prévu. On nous avait dit que l'opération en tout et pour tout durait 1h30 et au bout de 2 heures, on a eu un appel parce que l'opération a été un peu plus longue que prévu. Pour le cathétérisme d'Héloïse, ils sont passés par les par les artères fémorales et le passage a été compliqué par la première fémorale, donc ils sont passés sur l'autre jambe et ils sont montés un peu laborieusement jusqu'au cœur et la pose du stent, ils ont dû s'y reprendre à 2 fois parce que après je rentrerai pas dans les détails techniques parce que c'est plus compliqué pour moi. Mais bon, le stent a été posé, il faisait le taf, entre guillemets, et quand elle est redescendue en réa, on nous a expliqué que, il y avait une petite complication, ils ne savaient pas encore si l'artère était pincée, du fait de la taille des artères des bébés, parfois les artères se pincent ou si elle était bouchée. Donc ils ont mis en place un protocole pour essayer de déboucher cette artère et de retrouver le flux. On nous a rassurés en nous disant que si ce flux n'était pas retrouvé tout de suite chez les bébés, dans la mesure où leur réseau veineux est encore en formation, il y avait des réseaux secondaires qui pouvaient se créer, et ce qui faisait que la jambe n'était pas forcément en danger. Donc il s'est avéré que ben, du coup le flux a été retrouvé, on a retrouvé un pouls fémoral au bout de quelques temps. Et Héloïse s'est tout doucement remis de son opération. On est resté, donc sur la slide suivante, on voit qu'on est, bah, voilà, ça c'est en réa. Elle a été extubée dès le lendemain de l'opération parce qu'elle a été extubée étant toute petite et avec un profil un peu particulier. Donc là, on voit ben, la salle de réanimation. C'est toujours très particulier de revoir ces photos avec Héloïse qui était prise en charge aussi toujours par une super équipe. Et donc elle est restée un petit jour en réa et ensuite elle est retournée en unité de soins intensifs donc en chambre classique et on a pu bah, retrouver une vie. Donc c'est la diapositive suivante. On a pu retrouver bah, une petite fille moins gonflée. On a retrouvé une saturation qui était meilleure, pas à 100%, puisque du coup, elle ne pouvait pas atteindre les 100%. Mais en tout cas, voilà, on retrouvait un bébé de forme un peu normale. Et elle a pu remanger comme avant l'opération. Ça s'est très vite remis un peu sur les rails. La surveillance était forcément, bah, comme c'est le cas en service de soins intensifs. Mais voilà comment ça s'est passé pour nous. Et sur la dernière slide, on voit Héloïse, du coup, bah, l'opération était... bah oui, le lendemain de l'opération, et en fait, on a un bébé qui a complètement dégonflé. Et on a pu sortir de l'hôpital un mois après sa naissance. Et on devait attendre, elle a gardé son stent un petit moment. On avait des échographies régulières pour savoir ce qui allait être envisagé. Et il y a une première opération qui a été réalisée l'année dernière sur Necker, en attendant bah, les suivantes parce qu'il y en aura d'autres. Mais le stenting, du coup, et le cathétérisme était la première étape de sa vie pour lui permettre tout simplement de vivre et d'avoir une vie qui se rapproche le plus possible de la norme.
voilà, mon témoignage de maman sur le sujet, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, de parler devant vous de ces premiers jours de vie. Mais comme l'a très bien dit le professeur Asquette, toutes ces nouvelles techniques permettent des choses formidables et permettent aujourd'hui me permettent d'avoir ma fille de 2 ans avec moi là, en, pas en bonne santé, mais en tout cas elle est pleine de vie et c'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ces témoignages remplis d'émotions Oui. et on comprend pourquoi. Merci beaucoup, Catherine. Maintenant, on va écouter le témoignage de Benoît, qui est lui un patient concerné. Benoît, je te laisse partager ta Ouais, présentation. je suis en train de le faire. Ok. Bon, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Benoît, bénévole à Petit Cœur de Beurre et adulte concerné. Du coup, moi, le cathétérisme, le souvenir que j'en ai des premiers, j'avais une dizaine d'années. Comme l'a dit le professeur Asquette, ça a bien évolué. À l'époque, c'était le cathétérisme le matin. On passait toute la journée, la nuit suivante en soins intensifs. Le lendemain, interdiction de marcher et on sortait le surlendemain. Aujourd'hui, ça reste beaucoup plus rapide. On se remet quand même beaucoup plus vite et ça a quand même bien évolué. Voilà, du coup, moi, je vais vous parler alors, des cathétérismes, j'en ai fait énormément, que ce soit en termes de diagnostic petit, et j'en ai fait beaucoup pour des ablations de troubles du rythme. Voilà, du coup, j'ai partagé mon expérience et j'en ai fait un, entre autres, que j'ai fait sans anesthésie générale, que j'ai fait en anesthésie locale. Et c'est, comme l'a dit le professeur Asquith, c'est pas du tout douloureux. C'est une intervention qui a duré 5 ou 6 heures. C'était sur une ablation de troubles du rythme, et j'en avais beaucoup. Et j'ai pas vu le temps passer, en fait. Sachant qu'il faut quand même rester au maximum immobile. Donc, c'est pas la meilleure après-midi de ma vie, mais c'est passé assez rapidement. Voilà. Donc, de mon expérience, en fait, il y a des choses qu'on peut anticiper qui sont pas forcément agréables. Donc, le rasage, on peut l'anticiper et le faire à la maison, puisque quand on est plus grand, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'être rasé en général. Alors pour les hommes, ça va des genoux jusqu'à la moitié de la poitrine à peu près. La douche qu'on va prendre, alors, ça évolue, mais qu'on prend le matin en général avant de passer au bloc. Donc, en général, on rentre la veille. Enfin, pour moi, c'était le cas. Je rentrais la veille de l'examen en fin de journée pour être sur place le matin même. Et en général, il faut arrêter certains traitements, comme les anticoagulants, pour éviter de trop saigner lors de l'examen. Mais du coup, le jour J, on est amené au bloc. Voilà. Moi, j'ai le souvenir de monter moi-même sur la table d'intervention et d'être soit endormi, soit pas, le cas au moment où je l'ai fait. Mais sur les derniers que j'ai fait, d'être bien mieux pris en charge que quand j'étais petit, où on montait sur une table froide, il n'y avait pas de matelas chauffant comme il peut y avoir maintenant, et tout enfin, quelque chose de beaucoup plus confortable aujourd'hui. Voilà. Et la suite, il y a, comme j'ai dit, l'immobilisation. Donc, en général, maintenant, c'est un pansement compressif et on reste immobile la journée jusqu'au lendemain matin. Et après, on peut sortir souvent le lendemain et reprendre une activité, une vie normale assez rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent fait mes cathétérismes en fin de semaine et le lundi, je repartais travailler. Ou voire le mardi en fonction des cas, mais c'est bien plus rapide qu'une chirurgie. On se remet très rapidement. Voilà.
Et effectivement, comme l'a dit le professeur Asquith, c'est quelque chose qui évolue. On fait de plus en plus de choses par cathétérisme. Et c'est bien parce que c'est moins lourd qu'une chirurgie et on s'en remet beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour Avec ton plaisir. témoignage. On va maintenant pouvoir passer au moment d'échange de manière à pouvoir répondre à vos interrogations. Et donc, il y a déjà une première question plutôt médicale. Donc, pour toi, Sébastien, alors on nous demande, est-ce que l'introduction d'iode lors d'une ablation par cathétérisme pour une tachycardie ventriculaire peut perturber la fonction thyroïdienne chez un enfant de 7 ans? Alors, c'est une bonne question. Habituellement, les doses d'iode sont relativement faibles et on n'a pas de nécessité de surveillance de la fonction thyroïdienne au décours d'un cathétérisme. Même en particulier pour une ablation de TV, généralement, la dose d'iode délivrée est extrêmement faible. Donc, ça me paraît pas évident, mais pour autant, chez éventuellement un enfant qui a une pathologie thyroïdienne sous-jacente ou quelque chose, ça peut éventuellement peut-être avoir un impact. En tout cas, c'est pas quelque chose que l'on surveille ou qui est habituel dans le suivi après un cathétérisme ou dans les risques que l'on monitore après un cathétérisme. D'accord. Merci, Sébastien. Je voulais juste revenir sur le premier témoignage là, de Catherine. C'était très intéressant parce que ça montrait aussi peut-être un point que je n'ai pas abordé, mais en fait, on n'oppose pas le cathétérisme à la chirurgie. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas sur deux méthodes concurrentes. On est au contraire sur des stratégies de travail en équipe et où la stratégie peut être complémentaire. C'est-à-dire dans le cas présent, eh bien, c'est des interventions par cathétérisme qui permettent de retarder ou d'attendre le moment optimal pour la chirurgie cardiaque. Donc il y a une stratégie où vraiment on travaille en collaboration avec l'équipe chirurgicale. Et ça, c'était intéressant aussi à mentionner. C'est exactement ce qu'on nous a dit en fait, que du coup ça permettait de gagner du temps, de permettre à Héloïse de grandir, que ben, du coup un tout petit cœur serait un peu plus gros, les artères un peu plus grosses aussi, et aussi réfléchir plus posément au protocole qu'ils allaient pouvoir choisir pour elle. Et c'était voilà, ce gain de temps, il est fondamental pour les tout petits bébés. Parfait. Nous avons une autre question, toujours pour toi, je pense, Sébastien. Quels sont les outils à l'hôpital Marie-Lalonde pour accompagner les petits patients avant un cathétérisme, comme des livrets d'informations, consultation avec une infirmière spécialisée ou des vidéos explicatives? Donc ça, c'est une très bonne question. Et puis, c'est l'occasion de mettre un petit peu en avant les outils qui ont été développés. Alors, on n'a pas forcément développé des outils que pour Marie-Lane Long, hein. On a travaillé avec la Société française de cardiologie, la filiale de cardiologie pédiatrie et congénitale. Et puis, Petit Cœur de Beurre avait été partenaire d'ailleurs sur les outils que vous ont montré Marie. Donc, on a une fiche d'information dans les essentiels là, que j'avais rédigée avec Petit Cœur de Beurre pour expliquer déjà de façon assez sommaire, mais déjà avoir un petit support le cathétérisme en reprenant les éléments qu'on vient de dire. Et ensuite, on a surtout fait cette vidéo qui est sympa, qu'on peut trouver en tapant Pédiacat vidéo sur Internet ou sur le site de Petit Cœur de Beurre, qui est accessible sur YouTube, et qui reprend, en fait, c'est à partir d'une fermeture de CIA chez une jeune fille, donc une intervention très fréquente, le parcours de cathétérisme en mode dessin animé, et ça permet de pas mal expliquer aux enfants qui sont en âge de comprendre, donc notamment pour les jeunes avec CIA. Et on précise qu'il y a d'autres types d'interventions, donc ça montre bien que c'est une intervention possible parmi d'autres. Donc finalement, c'est une vidéo qui se prête pour tous les enfants qui vont avoir un cathétérisme. Ça, c'est le premier point. Et puis, les outils, donc, nous, en pratique, souvent, on essaye quand même, selon la demande du patient ou du correspondant médical, d'avoir un entretien avant le cathétérisme, que ce soit dans une consultation spécialisée, que ce soit dans une téléconsultation, parce que c'est tout à fait possible quand les patients viennent de loin maintenant, ou que ce soit la veille de l'intervention pour reprendre les éléments, expliquer, faire une consultation spécialisée. On préfère quand même de plus en plus le faire en amont plutôt que la veille parce que ça permet de bien maturer, de bien se préparer pour l'intervention. Et d'autre part, on essaye aussi maintenant de diminuer la durée d'hospitalisation. Donc de plus en plus, on essaie de faire ce qu'on appelle des entrées en J0, c'est-à-dire le matin de l'intervention, puisque tout a été préparé en amont. Et donc, on n'a pas forcément besoin de venir la veille. Donc, on essaie d'évoluer vers ça. Alors, c'est pas toujours possible, hein, il ne faut pas faire des généralités, mais en tout cas, c'est sur ça qu'on essaie d'évoluer. Et après, donc, est-ce qu'il y a des consultations infirmières spécialisées?
Euh, pour l'instant, c'est plus nous qui le faisons parce que ça permet de bien répondre à toutes les questions des familles. Mais par contre, les infirmières interviennent après, notamment lorsqu'il y a des valves pulmonaires, notamment où il faut être très vigilant sur le risque d'infection d'endocardite après, donc pour faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique sur ce sujet. Merci Sébastien. On a encore une question très médicale. Donc, lorsqu'il y a une CIV et une sténose pulmonaire et qu'une chirurgie cardiaque est prévue à 9 mois de vie, la sténose est-elle corrigée en même temps par cathétérisme ou via la chirurgie? Alors, j'imagine que ce n'est pas forcément une généralité en plus. Ouais, là, c'est pas une question très facile. Il faudrait avoir plus d'éléments. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que s'il y a une intervention chirurgicale à cœur ouvert qui est prévue pour traiter une anomalie majeure, généralement, on ne va pas aller corriger une autre anomalie par le cathétérisme avant, parce que le chirurgien va pouvoir tout faire d'un coup. Et d'autre part, parfois, là par exemple, s'il y a CIV, sténose pulmonaire et qu'on dilatait la valve pulmonaire, on pourrait déstabiliser la cardiopathie, avoir un grand débit qui arrive dans les artères pulmonaires. Donc ça pourrait déséquilibrer au contraire les choses. Donc, généralement, s'il y a une chirurgie à cœur ouvert qui est prévue, le chirurgien va tout faire et éventuellement n'interviendra par cathétérisme que sur une lésion que le chirurgien ne va pas pouvoir, à laquelle le chirurgien n'aura pas un accès facile ou pourra pas faire ce qu'il veut, ou en post-opératoire, si jamais il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, qu'il y avait une lésion résiduelle, là on peut être amené à compléter le geste par cathétérisme, mais ça sera plutôt après. En tout cas, de manière générale, pour les cas très spécifiques et très particuliers, n'hésitez pas à revenir vers le médecin qui vous suit hein, pour poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de questions bêtes et les médecins sont toujours très, très contents de pouvoir y répondre. Benoît, une question pour toi Oui, sur le vécu du KT, donc les 4 ou 5 heures au bloc, pas vu passer, tu nous as dit. oui. Donc bah, voilà, on te demande. Ben non, alors euh, pas de relaxation ou quoi que ce soit, pas de musique non plus. Alors, à mon grand regret, pas de lunettes malheureusement, et du coup, ben, pour moi, c'est le bloc était très flou. Euh, Pourquoi pas de lunettes? Pardon? Pourquoi pas de lunettes? Ben, parce qu'au bloc, c'est interdit, je pense, pour les histoires d'infection. Ou peut-être que ça se perde pas ou ce genre de choses. Oui, aussi, et pour éviter que ça se perde en cas d'anesthésie. Et voilà, étant très myope, c'est un peu compliqué. Et non, en fait, j'ai écouté le rythmologue et voilà, mais rien de particulier. Et D'accord. pour répondre à la deuxième question, Et donc savoir, est-ce que tu as été fatigué? Est-ce que tu as souffert d'asthénie en non, pas. le café? Alors, le jour J, ouais, on sort. Alors, souvent, enfin, sur les anesthésies, pas très bien au réveil et le lendemain, mais voilà, après, au bout de 24 heures, ça allait sans problème. Et le seul, on va dire, petit désagrément, c'est, comme je suis sous anticoagulant, c'est le bleu au niveau du point de ponction qui fait un gros bleu et qui dure un peu longtemps. Mais c'est le seul point désagréable du cathétérisme. D'accord. Alors, je crois que nous n'avons plus de questions. Peut-être juste, Et j'ai mis la vidéo dont parlait Sébastien, j'ai mis le lien dans la discussion. et Pour ceux pour qui... compléter sur ce que disait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est maintenant on essaie de faire de plus en plus d'interventions sous anesthésie locale. Et suivant les centres, il y a des outils qui peuvent être mis à disposition. Il y a des lunettes de télé, de réalité augmentée qui permettent éventuellement de partir dans un autre univers pendant le temps de l'intervention. Ça, c'est ce que j'utilise parfois sur certaines interventions à Strasbourg. On a, lorsque les équipes se sont préparées, la possibilité parfois d'utiliser l'hypnose aussi comme alternative à la sédation. Alors, c'est pas toujours facile parce que ça demande à la fois des équipes formées et puis ça demande du temps. Et puis, il faut des patients qui soient répondeurs. Tout le monde n'est pas répondeur à l'hypnose, mais ça peut être aussi une autre solution. Et puis, déjà, rien que sur l'environnement, pour les enfants, on essaie d'avoir un environnement dans la salle de caté qui est un petit peu plus friendly, donc avec la décoration dans la salle qui joue un rôle important.
trouve le renard, que l'anesthésiste, ils utilisent ça dans notre salle, ils disent, ah, avant d'endormir, tiens, regarde, trouve le renard. Et donc, en fait, ça permet à l'enfant de se concentrer sur autre chose que sur l'intervention. Et puis, sur les pavés monodales là, qui nous servent pour faire les images de fluoroscopie, on peut mettre des dessins animés. En fait, on peut mettre des séquences avec des dauphins, on peut partir, choisir son univers, le désert, etc. Ce qui permet d'arriver dans un environnement un tout petit peu plus sympa. Donc, c'est finalement, j'ai l'impression, en tout cas, avec tous ces outils, beaucoup moins traumatisant pour les enfants, l'entrée en salle de cathétérisme. Et le dernier truc, c'est qu'on fait de temps en temps aussi, suivant les enfants, la descente au bloc avec les petites voiturettes. Donc pareil pour les enfants qui répondent bien, ça leur permet de se focaliser sur autre chose et finalement ça passe souvent assez bien. Oui, au final, on peut utiliser différents stratagèmes pour que les interventions se passent mieux. Exactement. Je vois qu'on a plus de questions. En tout cas, je tiens à remercier chaleureusement nos trois intervenants pour la qualité de vos témoignages et aussi la qualité du topo médical. Donc, je le répète, cette séquence est enregistrée et sera mise à disposition sur notre chaîne YouTube dédiée à l'information du patient. Donc, si vous souhaitez la revisionner, vous pourrez. Et puis, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter, elles pourront également visionner cette séquence d'information. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.